Laisse béton! Si vous saviez à quel point, en enregistrant cette introduction, je me réjouis à l'idée de vous mettre entre les oreilles la conversation avec Frédéric Matisse que j'ai eue au cours de l'été 2023. Frédéric Matisse, c'est l'initiateur et le directeur du réseau Être, ces écoles de la transition écologique dont l'idée a commencé à germer dans sa tête il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce sont 19 écoles réparties sur tout le territoire, essentiellement à la campagne, qui forment des jeunes aux métiers manuels de la transition écologique. Vous allez l'entendre, tout fait sens dans cette histoire. Mais il fallait la ténacité et sans doute le parcours de vie à cheval entre la ville et la campagne d'un Frédéric Matisse pour faire de cette idée clairvoyante une réalité concrète. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci de m'accorder cette interview. Je suis très très heureuse de vous avoir devant moi. Et moi d'être ici. Vous êtes le fondateur, je crois, et en tout cas le directeur des écoles de la transition écologique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pour démarrer ce qu'est ce réseau Être ? Oui, alors le réseau Être, c'est une jeune et une longue histoire en même temps. En gros, les écoles Être, les écoles de la transition écologique, on les a créées en 2017. La première est née et aujourd'hui en France, on a 19 écoles qui existent un petit peu partout en France et notamment situées en milieu rural ou à la campagne plutôt. Et l'objectif de ces écoles Être, c'est d'accompagner et de former des jeunes principalement, c'est 80% de notre public, ce sont des jeunes de moins de 25 ans, aux métiers et compétences de la transition écologique. Et pour ce faire, alors ces métiers et compétences de la transition écologique et plus précisément plutôt les métiers manuels de la transition écologique, puisqu'un de nos mantras, c'est de dire que les métiers de demain seront des métiers de main, puisque, et notamment on l'a vu avec le Covid, etc., ces métiers qu'on appelle de première ligne, c'est des métiers, c'est plutôt des métiers manuels. Mais du coup, notre objectif, c'est du fait, profiter en fait de cette catastrophe quelque part climatique et bouleversement climatique, pour aussi remettre au goût du jour et revaloriser tous ces métiers manuels qu'on dévalorise depuis au moins une 60aine d'années. Donc, à quel métier forment les écoles, par exemple? Donnez-moi. Si oui, alors nous, très simplement et très basiquement, on s'est basé à la base sur la catégorisation de Pôle Emploi, qui sont les métiers verts d'un côté, donc c'est tous les métiers qui sont en prise directe avec la nature, donc surveillance, observation, analyse de la nature. Donc là, on va voir garde forestier, technicien rivière, technicien des eaux usées, etc. Donc vraiment des métiers qui sont vraiment en prise directe avec la nature. Ça, c'est finalement dans le nombre, c'est peu, mais c'est ces métiers-là qui sont vraiment directement liés à la nature. Et ensuite, les métiers qu'on appelle verdissants, donc qui sont tous ces métiers qui sont en pleine mutation du fait de la prise en compte des enjeux de transition écologique. La rénovation énergétique, par exemple, l'agriculture bio, le maraîchage bio, tout le secteur des énergies renouvelables. Voilà, un électricien d'il y a 20 ans, c'est pas le même électricien qu'aujourd'hui. Et donc, il y a tous ces blocs de compétences qui viennent se rajouter et sur lesquels nous, on va former, accompagner. Mais tout ça dans une idée, un esprit de la question d'engagement. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas uniquement de former une insertion professionnelle, même si c'est des jeunes qui sont, pour le coup, pour certains, qui ont pas d'emploi, qui sont déscolarisés, etc. Mais l'idée quand même de base, la genèse, on va dire, de l'idée des écoles Être, c'est d'abord cette question d'engagement. Peut-être pour comprendre comment on arrivait à ces dispositifs-là sur l'aspect historique de la chose. Moi, c'était donc en 2004-2005. En 2004, j'ai créé une association qui s'appelle 3PA, qui existe toujours. 3PA, ça veut dire penser, parler, partager, agir. Pourquoi tous ces mots ? Parce que ce qu'on disait déjà dans le début des années 2000, c'est que en France et ailleurs, d'ailleurs, je pense partout dans le monde, sur les questions
d'écologie et de transition, on pense beaucoup, on parle énormément, mais par contre, en termes d'action concrète, il y a peu de choses qui se font. Et du coup, nous, on s'est dit, à la hauteur de nos 20 ans, il faut qu'on se retrousse les manches pour faire des choses. Et notamment, ces choses-là, c'est que moi, je travaillais dans un foyer de jeunes, une maison d'enfants à caractère social à Toulouse. Et je montais en parallèle cette association, et le constat que j'ai fait très rapidement, mais en fait les jeunes avec qui je travaille, ils passent complètement à côté des questionnements, des enjeux de transition écologique, puisque ça commençait à arriver, on parlait de développement durable à l'époque, peu importe, ils sont pas du tout impliqués en fait dans ces réflexions, dans ces questions-là, etc. Et en même temps, ce qu'on commençait déjà à entendre, c'est dire les publics les plus en précarité, les publics les plus éloignés, ce sont eux les premières victimes quelque part des bouleversements qu'on va connaître, mais qu'on connaît déjà en ce moment. Et donc je me suis dit, il y a une forme d'injustice quelque part, que ces jeunes-là qui vont s'en prendre plein la gueule en fait avec tout ce qui se passe, ils soient pas du tout impliqués dans la réflexion de ce qu'on pourrait faire de mieux. Et donc la première réaction, ça a été d'aller dans les quartiers à Toulouse, avec des outils pédagogiques assez classiques, pour parler alors maintenant aujourd'hui c'est la fresque du climat, mais bon, des outils pédagogiques en général sur ces questions d'enjeux de transition écologique et de changement climatique, et de parler de tout ça. Et là encore, parler ça suffit pas, puisque les jeunes, le retour qu'il y a eu, c'est de dire c'est bien sympa tes questions de bouleversement climatique, en gros de fin du monde, mais nous on a des problèmes beaucoup plus concrets, beaucoup plus quotidiens, et en fait ça nous parle pas vraiment, parce que déjà il faut qu'on se batte pour manger, et donc s'il y a un bouleversement qui va arriver dans 100 ans, nous on a bien le temps d'attendre. Fameuse fin du mois, quoi. Voilà, fin du monde versus fin du mois, on en est là, de toute façon, et peut-être encore plus aujourd'hui. Et du coup, un peu dépité, mais pas démotivé, pas pour autant. Je me suis dit que moi, je viens en partie d'un village à 45 km de Toulouse, et l'idée, ça a été de dire, mais en fait, plutôt que moi d'aller dans ces quartiers et parler théorie, qu'est-ce qu'on va faire ? On va partir avec des groupes de jeunes de ces quartiers-là, aller à la campagne ensemble et pratiquer. En fait, on va mettre les mains dans la terre, puisque voilà, côté reconnexion, etc., et on va pratiquer en fait cette écologie, quoi. On va voir, on va faire du jardin, on va fabriquer des panneaux solaires, on va fabriquer des toilettes sèches, etc. On va faire des enduits terre et tout ça. Et là, le déclic a été juste dingue, c'est-à-dire je m'attendais pas du tout à autant d'impact sur plein de sujets, c'est-à-dire sur ce qui nous intéresse là notamment, mais c'est sur l'intérêt en fait de ces sujets-là. Pardon, je vous coupe, mais vous auriez un souvenir précis d'une réaction d'un des jeunes, par exemple, quelque chose qui vous a marqué? Nous, on a, alors, je veux dire, sur l'aspect déconnexion, il y a quand même une des histoires que j'aime bien raconter, et qui illustre, je pense aussi la déconnexion entre la ville et la campagne parfois, mais nous on est dans le sud de Toulouse en fait, sur la route, on va dire, pour aller vers les Pyrénées, et on est qu'à 45 km de Toulouse. Et le quartier avec lequel on travaillait à cette époque-là, c'était donc la Faurette, qui est dans le sud de Toulouse. Donc en gros, on est vraiment géographiquement assez proche, où on peut pas, en tout cas, être plus proche entre donc Toulouse et Poucharamé, le village en question. Et donc on est parti comme ça en minibus, avec une dizaine de jeunes dans le minibus, et arrivé au péage, donc on est sur l'autoroute, arrivé au péage, on a un des jeunes en fait qui commence à paniquer, mais vraiment à paniquer, complètement. Et du coup, qui nous dit, mais il faut que je rentre chez moi, j'ai pas mes papiers, etc. Et je lui dis, mais écoute, c'est pas grave, il y a ton éduc qui est là, moi je suis là, enfin, tu vois, t'inquiète pas, tes papiers, c'est pas essentiel, on est pas très loin et tout ça. Il m'a dit, mais je vais pas passer là. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et il me dit, mais en fait, je vais pas passer, c'est le poste aux frontières. Donc, il croyait que ce péage qui est à même pas 10 km de chez lui était le poste aux frontières pour changer de pays. Voilà.
Et en fait, en se rendant compte, en discutant avec lui, 17 ans, et il était allé 2 fois, je crois, au centre-ville de Toulouse, dans toute sa jeunesse. Donc ça, c'est une première, ce côté un peu fermeture au monde, j'allais dire, mais c'est même pas exclusion, qui existe aussi en fait dans nos campagnes. C'est hyper intéressant parce qu'on retrouve ça du côté des jeunes chez nous qui ont pas de permis, etc. Et là, on le retrouvait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, très rapide sur l'aspect campagne, des jeunes sur les premières formations qui arrivent le 3e jour complètement épuisés. Et je leur dis, c'est pas cool les gars et les filles, c'est pas cool de faire la fête comme ça tous les soirs. C'est pas parce que vous êtes loin de chez vous qu'il faut faire la fête. Ils disent non, nous on se couche tous les soirs à 20h parce qu'on est épuisé de toute façon des journées que tu nous fais faire et tout ça. Et par contre, on n'arrive pas à dormir. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec la maison et tout ça. Ils me disent non, on n'arrive pas à dormir, c'est trop silencieux. Voilà. Donc voilà, les types d'histoires, il y en a comme ça, il y en a des milliers. Mais voilà. Et après sur l'autre point que moi j'avais pas du tout mesuré, c'était l'envie. Et donc j'y viens sur justement les dispositifs. C'était l'envie et le déclic que ça crée, ce fait de faire des choses. Moi, c'est un peu ma question du moment. Hein, c'est vraiment cette question du faire. Qui reconnecte à plein de choses. Et du coup, on a des jeunes qui, au bout des 10 jours qui passaient avec nous, nous disaient, mais en fait, on m'a jamais parlé de ces métiers-là. On m'a jamais dit que je pouvais construire une maison de mes mains. On m'a jamais dit que je pouvais faire mon jardin et faire pousser des légumes. On m'a jamais montré que des légumes poussaient dans un jardin, etc., etc. Et comment on fait, Fred, comment on fait maintenant pour bosser dans ces secteurs-là? Et d'une part, on avait parlé d'écologie et c'était cool, j'étais content parce que c'était quand même l'objectif initial. Mais je m'attendais pas du tout à ce que les jeunes me disent, mais en fait, j'ai envie de faire ça de ma vie, quoi. J'ai envie de travailler, j'ai envie d'aller dans des champs, j'ai envie de construire, j'ai envie de construire des maisons, etc. Et donc, au départ, j'ai plutôt dit, enfin, et avec l'équipe évidemment, on était plutôt sur le conseiller d'orientation. Donc, on avait des jeunes en CFA, en lycée pro, chez les compagnons, etc. Et les jeunes, en fait, revenaient en nous disant, mais en fait, tu nous as vendu et saoulé avec tes questions d'écologie. On n'en parle pas du tout dans ces formations-là. Tu nous as saoulé sur la pratique, le faire, le manuel, mais on apprend la menuiserie dans une salle de classe. Et ce qui est encore le cas aujourd'hui, on a à peu près moitié de filles et moitié de garçons dans nos formations. Toutes les filles revenaient en disant mais en fait c'est insupportable, on se retrouve toutes seules au milieu de 15 gars, tous plus machos les uns que les autres, et le plus macho c'est souvent le formateur en plus, qui nous laisse même pas toucher un outil, alors que toi tu nous as laissé monter sur le toit, quoi. Et du coup comme ça, petit à petit, on a construit des formations. Et ce qui a donné donc en 2017, après 10 ans, hein, finalement ça a mis 10 ans, alors on a tergiversé, on a créé une entreprise entre temps. Bon bref, on tergiverse comme dans tout projet entrepreneurial, mais du coup on a créé ces formations. Et l'idée c'est que on a aujourd'hui dans toutes les écoles être, donc dans les 19 écoles être, on a 3 types de formations qui peuvent former un parcours ensemble ou pas, c'est-à-dire selon les jeunes où ils en sont dans leur parcours, etc. Et l'idée c'est de créer ce parcours pour aller chercher la personne où elle en est dans sa réflexion et dans son parcours professionnel, jusqu'à la sortir avec un diplôme concret, puisque on a 90% des jeunes qui passent chez nous n'ont aucun diplôme, même ne serait-ce que le brevet du collège. Et du coup, on a 3 types de formations. Donc ça, c'est vraiment dans notre cahier des charges. Toutes les écoles être ont ces 3 types de formations. On a des formations qu'on a appelées remobilisation, donc qui sont des formations plutôt courtes, qui vont durer entre 2 semaines et 1 mois, où là on va avoir des jeunes plutôt éloignés en fait de tout projet. Et donc là l'idée, l'enjeu c'est alors toujours par la pratique, hein, c'est notre truc, mais ça va être de se reconnecter, donc de se remobiliser, de se remotiver sur un projet pro, se lever le matin, acquérir des savoir-être, etc. de base. Des fois se reconnecter aussi, ou se connecter plutôt au droit commun, parce qu'on a beaucoup de jeunes, qui savent pas qu'ils ont le droit d'aller chez le médecin et que c'est remboursé, enfin voilà, on est sur des accompagnements à ce niveau-là. On a ensuite un deuxième bloc de formation qui va durer entre 3 et 6 mois, qu'on a appelé préqualifiant, mais qui est plutôt de la définition de projet professionnel. Donc là, on dit, comme j'ai dit, il y a des millions d'emplois dans ces secteurs-là, et donc qu'est-ce que j'ai envie de faire entre planter des pommes de terre ou installer des panneaux solaires.
Et donc on va travailler avec des entreprises, on va travailler sur des chantiers, etc. pour définir ce projet professionnel. Et enfin, un parcours certifiant, donc là qui va donner lieu à un diplôme, on va dire une attestation ou un diplôme, qui va être un titre professionnel, un CAP, enfin selon les écoles et selon les métiers sur lesquels on forme. Et donc là qui va être un peu la couleur de chacune des écoles. Par exemple ici à Toulouse, on est sur les métiers plutôt du bois. On a une école qui va travailler plutôt sur les métiers de l'agroforesterie. On a une école qui va travailler plutôt sur les métiers du solaire et de la mécanique vélo, etc., etc. Donc chaque école a un peu sa spécialité, sa spécificité, qui fait aussi qu'on a une espèce d'interconnexion entre les écoles, puisqu'on a des jeunes qui viennent d'un peu partout en France. J'entends que vous avez créé Être pour les jeunes dont vous parliez là, ceux qui vous ont inspiré en 2004 à 2005, qui est déjà 50 enfin la moitié de filles, la moitié de garçons. Je trouve que c'est une prouesse, parce que on sait bien la difficulté d'attirer des filles dans plein de métiers, dont ceux que vous décriviez. Mais aujourd'hui, qui sont vos élèves en fait, vos étudiants? Est-ce que c'est très varié? Est-ce que c'est le profil que vous imaginiez au début? Alors juste sur la question des filles, parce que c'est un sujet qui nous passionne. Comment attirer des filles? Moi, je retournerai aussi la question, c'est comment on parle aux filles, notamment de ces métiers et ces formations, parce que moi je dis souvent sur les projets, il faut être au bon endroit au bon moment. C'est des fois t'as l'idée la plus lumineuse, mais c'est pas le temps du développement de ce projet-là. Et nous très clairement, il faut imaginer en 2006-2007, quand on commençait à parler avec les partenaires, tous les partenaires, que ce soit les partenaires financiers, mais aussi les prescripteurs, qu'on dit on va accompagner des jeunes sur les métiers manuels de la transition écologique. Il y avait trop de mots contradictoires, c'est-à-dire jeunes et travail, c'était pas possible, jeunes des quartiers avec transition écologique, c'était pas possible, et métiers manuels dans tout ça. De toute façon, plus personne n'a envie de faire des métiers manuels. Et notamment dans ce qu'on appelle nous les prescripteurs, c'est-à-dire les structures qui vont nous orienter des jeunes vers nos formations. Certains disaient mais en fait je présente même pas vos formations parce que je sais que les filles n'aiment pas se salir, que les filles, etc. Classique. Donc il y a aussi tout le travail de déconstruction quelque part de ça. Et nous ce qu'on a dit, c'est, enfin moi je crois beaucoup à la puissance du faire, mais en tout cas l'expérimentation, c'est-à-dire on se laisse une chance. C'est-à-dire que oui, on a des jeunes, des filles et des garçons d'ailleurs, qui arrivent et qui disent j'ai pas envie de travailler dehors, j'ai pas envie de me salir, j'ai pas envie de tout ça. Et à l'inverse, là je me rappelle d'une jeune qui arrive, donc il faut imaginer à la campagne, nous on est pas très reculé, mais on est quand même dans un milieu très campagne, et donc elle arrive en talons, la jupe, les collants, etc. Et j'ai dit oula, là ça va être compliqué quoi, parce que là aujourd'hui on va ramasser les pommes de terre quoi. Et bien 2 heures après, elle était elle avait jeté ses chaussures, elle était pieds nus dans le truc, aller chercher des pommes de terre et de la terre jusqu'au bout des bras. Et donc voilà, il faut préjuger de rien en fait. Je crois que c'est surtout ça. Donc ça c'est un sujet quand même très important pour nous. Et du coup, ça fait le lien sur cet aspect mixité, c'est-à-dire que alors nous au départ, la question c'était vraiment de ces jeunes des quartiers. Enfin moi en tout cas, quand je me suis impliqué, c'était vraiment ce public-là avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et rapidement, je me suis dit si on ne prend que des jeunes de quartier, en fait c'est quoi? On prend des jeunes de quartier, on les déplace à la campagne, et en fait les problématiques qu'il y avait dans le quartier, on les déplace à la campagne. On n'a jamais eu de problème depuis, ça fait 20 ans maintenant quand même, mais on n'a jamais eu d'accès de violence très important, etc. Alors que la première demi-heure que les jeunes sont là, ils ont une scie circulaire ou une bêche dans les mains, et on n'a jamais eu de cas de violence vraiment fort. Il y a eu des tensions évidemment, mais comme partout, mais il n'y a jamais eu de cas de violence. Mais du coup, en tout cas, le fait est que je me suis rapidement dit, si jamais on recrée un ghetto en fait de jeunes déscolarisés des quartiers à la campagne, ça change rien. Et donc très rapidement on a dit il faut mixer au maximum le public. Donc mixer filles garçons, j'en ai parlé, mais aussi des parcours.
C'est-à-dire que dans nos formations, on va avoir des jeunes de la ville et de la campagne, on va avoir des jeunes filles et garçons, on va avoir des jeunes en situation de handicap et pas en situation de handicap, on va avoir des jeunes réfugiés et des jeunes voilà, du terroir, on va dire. On va avoir des jeunes qui ont jamais accroché avec l'éducation, c'est-à-dire qui sont des décrocheurs permanents, on va dire presque. Et on a des jeunes qui sont arrivés à la première année d'université et qui ont pété les plombs. Voilà, on a des jeunes phobiques scolaires et puis on a des jeunes qui adorent apprendre. Enfin voilà, c'est très très divers. C'est un enjeu, hein, c'est très fort et c'est très complexe, bien sûr, avec notamment avec les institutions, parce qu'ils aiment bien mettre dans des cases, etc. Mais voilà, on tient fort à ça, à ces questions-là. Et donc on a des publics très très divers. Et même aujourd'hui, je vais dire, on a 80% c'est des jeunes et 20% on a aussi d'autres parcours. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus, et notamment le Covid, ça a été un formidable accélérateur, je veux dire, de ces prises de conscience. Et donc on a aussi des ingénieurs, des machins qui viennent et qui nous disent en fait j'en peux plus. Des reconversions. Voilà, des reconversions pro. Donc on essaie de mixer comme ça au maximum les publics. D'accord. Et vous mettez tout ce monde-là ensemble. Ouais. C'est génial. Ah oui, c'est en fait il faut. Enfin, je le dis sans fausse modestie, mais maintenant on a changé de village, on n'est plus à Poucharmé, on est à La Hage, donc on est encore plus à la campagne. D'accord. On est dans un village d'un peu moins de 200 habitants, dans ces 200 habitants, on a un village qui vote à plus de 50% Front National, hein, il faut se le dire, et en même temps on est une espèce d'endroit où là début juillet on avait un festival qui a réuni 3000 personnes, dont beaucoup de gens du village, et où il y avait des réfugiés, des gens de 60 ans qui sont des anciens alcooliques qui essaient de se remettre dans le truc. On avait des gens de Grèce, d'Italie, des Chypriotes. Enfin, on avait des gens de partout. Et finalement, dans cette espèce de truc où plus personne se pose de questions. C'est-à-dire qu'il y a en fait, pour nous, c'est même plus une question, et les gens qui peut-être dans le secret d'isoloir vont voter pour des mouvements de haine, là vont accepter finalement cette diversité. Et c'est assez gratifiant quelque part. Bien sûr. Avec ce que vous venez de me dire là, ça pourrait suffire. C'est-à-dire réussir à mixer tous ces gens-là et à leur montrer autre chose. Quelque part, quoi qu'ils fassent derrière, peu importe, j'allais dire. Ouais. Et ma question est quand même, est-ce que vous les suivez? Depuis 2017, il y en a quand même un paquet qui ont dû passer par vos écoles. Ouais. Est-ce que vraiment ils travaillent dans le secteur dont ils ont suivi la formation? Est-ce qu'ils font carrément autre chose? Est-ce que vous arrivez à le savoir d'ailleurs? Oui, on les suit évidemment. Alors maintenant on les suit mieux, je vais dire. Enfin, on les suit plus. Moi, j'ai commencé, j'étais tout seul, j'allais dans les quartiers, je rencontrais les jeunes. Enfin, on faisait des allers-retours en bus, etc. Aujourd'hui, on a des équipes évidemment qui font ce travail, qui le font certainement mieux que ce que je faisais moi à cette époque-là. Et donc aujourd'hui, on a du suivi et on sait que dans les jeunes qui passent dans les écoles être aujourd'hui, on a 86% des jeunes qui ont une sortie qu'on appelle dynamique, c'est-à-dire que c'est pas forcément directement un emploi ou une formation de long terme, mais on va être sur une reprise en main. Voilà, puisqu'on a des jeunes qui peuvent être très éloignés, donc ça va être se mettre dans un nouveau projet, un service civique, ça va être de réfléchir à la création d'une entreprise, ça va être tout ça, voilà. Et ou tout basiquement accepter un suivi psychologique ou intégrer une cure de désintox, quoi. Donc ça, on est sur 86% de nos publics, et on a à peu près 75%, 74 je crois de mémoire, de ces jeunes-là qui, eux, vont directement en formation ou en emploi, avec une bonne part qui partent en formation ou en emploi liées aux questions de transition écologique. Et quand bien même, en fait, c'est pas des formations liées à la transition écologique, il y a 90% des jeunes. Nous, on a beaucoup de jeunes qui rentrent en fait dans
dans les écoles qui n'ont pas forcément la fibre, je veux dire, ou la réflexion écologique. C'était aussi l'enjeu. J'imagine, bien sûr. Ouais. Et donc 90% des jeunes, pour le coup, quand ils sortent des formations, disent on a appris quelque chose sur ces questions-là, et on va la mettre en pratique. L'exemple, j'allais dire le plus récent que j'ai sur ces questions-là, c'est un jeune qui fait la formation chez nous, qui est complètement paumé, qui sait pas ce qu'il veut faire. Et dans les ateliers qu'on fait, on fait notamment, il y a un bénévole qui fait des ateliers mécaniques. Alors c'est pas forcément lié à l'écologie, mais en tout cas la maintenance, prendre soin des choses, c'est aussi de l'écologie, une forme d'écologie en tout cas. Et du coup, il se découvre une passion pour la mécanique. Et donc évidemment, on l'accompagne là-dedans. Il travaille aujourd'hui dans un garage, son patron est super content. Et on rencontre le patron pour voir comment ça se passe et tout ça. Il nous dit c'est génial, franchement, il est hyper motivé, hyper nana, tout ça. Il dit par contre il est hyper chiant parce que il essaie de nous mettre en place plein de trucs autour d'utiliser des produits plus écolos, etc. Donc je dis là on a gagné quelque part puisque nous l'ambition à la base c'est la question de l'engagement. Donc voilà, on a réussi ça. Il y a quand même un sujet puisque c'est le sujet du podcast si j'ai bien compris, mais nous on a un énorme sujet en ce moment qui est de plus en plus de jeunes nous disent, alors sans forcément des ambitions énormes, et c'est pas ce qu'on demande, et en plus aujourd'hui, peut-être qu'il faut aussi revoir ce qu'on appelle ambition, mais en tout cas on a des jeunes qui disent, voilà, ils font leur formation de 6 mois, 1 an, 2 ans chez nous, et ils disent, voilà, j'ai envie de créer ma boîte de menuisier, j'ai envie de créer ma boîte de mon association de replantation d'arbres, j'ai envie de etc. Mais j'ai envie d'en vivre, j'ai envie de faire un vrai projet entrepreneurial. Et en plus je viens de je sais pas quoi de la région parisienne ou de Bretagne, et votre région là j'y suis trop bien, j'ai envie de faire ça ici. Eh bien c'est très très compliqué. Il y a l'envie, il y a les moyens aujourd'hui, c'est-à-dire on essaye, alors pour l'instant c'est fait plutôt de manière informel, mais on est en train de formaliser justement le fait de l'accompagnement sur la création. Donc ça, tout va bien, c'est-à-dire que les jeunes vont avoir les moyens de ça. On a travaillé notamment avec la région Occitanie, dont je pourrais dire 2 mots parce que il y a quand même un fort soutien depuis le début sur les écoles être. Super. Et notamment qui a mis en place ce qu'ils ont appelé le revenu écologique jeune. Et donc, qui permet d'avoir des gratifications supplémentaires quand les jeunes sont dans des formations liées à la transition écologique et un potentiel accompagnement et financement pour la création de leur activité liée à la transition. Donc, c'est vraiment génial. Enfin, ça s'est fait nulle part en France et c'est vraiment génial. Mais on a le problème après de derrière trouver un logement. Dans nos campagnes, impossible. C'est-à-dire que c'est même pas le problème du dossier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'offre de location. Donc, on se démotive. Trouver la mobilité, j'en parle même pas, c'est-à-dire que le vélo c'est mourir dans les 2 jours, et faire des kilomètres et des kilomètres, et la voiture ça coûte de l'argent, etc. Et quand on lance son projet c'est compliqué. On a un vrai problème aujourd'hui, je pense, d'accueil finalement. Si l'ambition c'est en tout cas de faire vivre les campagnes, il y a un vrai enjeu de l'accueil de ces publics-là, avec toute la contradiction justement aujourd'hui sur l'aspect c'est pas commun, je vais pas faire de généralité sur les campagnes chez nous qui sont en péri-rural, je veux dire, puisque nous on est vraiment sur l'orée de l'arrivée, voilà, qui vote massivement Front National et pour le rejet. Complexité aussi pour nous complexité plutôt des élus, de se dire est-ce qu'on accueille des jeunes au risque de renforcer ces idées-là, ou est-ce que accueillir ces jeunes, ça va permettre de faire casser ces barrières et ces trucs. On est dans ce truc-là, et il y a un vrai enjeu de dire comment on accueille et comment on crée des dispositifs d'accueil pour ces jeunes-là. Ils ont des milliards d'idées, il suffit de les écouter aussi. Mais voilà, en tout cas moi c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien travailler ces années à venir. Votre histoire à vous, dans tout ça, vous avez commencé à me la raconter au début. Je comprends bien que ça a pris du temps de créer Être et qu'il a fallu une sacrée détermination quand même, à un moment où des années où, comme vous le disiez, on a changé de vocabulaire 10 fois sur tous ces sujets. Et vous aviez sans doute l'impression de prêcher dans le vide. Donc vous avez grandi dans le village dont vous parliez, c'est ça? Alors pas exactement. Moi j'ai grandi à Toulouse.
Je suis né et j'ai grandi à Toulouse, et jusqu'à mes 14 ans, 14-15 ans, mais avec de la famille à la campagne, exactement aux endroits que j'ai cités là, donc Poucharmé, La Hage, donc on est à 45 km au sud-ouest de Toulouse. Et donc j'ai grandi là avec notamment mes grands-parents, Papy Jojo et Mamie Cécile, qui m'ont donné le goût de la campagne. Et ça n'a pas été facile au début parce que franchement, je pense que je suis très tiraillé dans mon approche aujourd'hui entre ville et campagne, et j'ai trouvé ce compromis là aujourd'hui d'être vraiment à la campagne, mais tout en n'étant pas trop loin d'une ville quand même, avec toute cette richesse que ça peut apporter. Du coup, jusqu'à mes 14-15 ans, j'étais en ville, et pour faire très rapide, 14-15 ans, c'est l'année où c'est l'adolescence, hein, donc on commence à faire des conneries. Si on est mal entouré, mal accompagné, on peut faire des grosses conneries. Et moi, je peux dire aujourd'hui, je pense à posteriori, parce que ça date, donc il y a aussi prescription, mais je peux dire que la campagne m'a sauvé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu ce truc-là d'un moment donné où il y avait cet effet de bascule à dire, les conneries deviennent de plus en plus grosses. On commence à être dans une espèce de spirale d'aller de plus en plus loin dans les bêtises qu'on faisait. Et à un moment donné est arrivé ce choix de mes parents de dire, en fait, on a envie de sortir de la vie en ville, on a envie de s'évader un petit peu. Et donc, ils ont fait le choix d'acheter dans ce village à Poucharmé. Et donc, moi, je suis arrivé à 15 ans, la casquette sur la tête, enfin, toute la caricature du jeune de la jeune de Toulouse. Et j'ai été accueilli, mais un truc de fou. En fait, il y a eu cet accueil qui a été juste dingue, et notamment d'amis qui sont bien évidemment toujours mes amis, et c'était hyper intéressant parce que j'ai des amis aujourd'hui que j'aurais jamais eu en fait à Toulouse dans la diversité en fait des profils et des parcours des jeunes avec qui on travaille, enfin avec qui on s'est rencontrés, parce qu'à la campagne on n'a pas le choix. On est un groupe de 10 jeunes en fait, et ces 10 jeunes, il y en a qui ont réussi à l'école, il y en a qui n'ont pas du tout réussi. Enfin voilà, il y a de tous les publics, et c'était super. Et franchement, on a créé, donc on est en plus plusieurs d'être nés la même année et tout ça, donc ça a créé une espèce de gros liens là-dessus. Alors après, moi j'ai comme beaucoup, et ça c'est une question, mais bon, je pense que c'est une question à plus long terme, hein, comme beaucoup de jeunes, quand je suis arrivé ensuite au moment de faire des études, il fallait repartir à la ville. Moi, j'ai fait des études d'informatique et de gestion de projet, en gros pour faire plaisir à mon papa, parce que l'informatique explosait dans les années 2000, donc il fallait faire de l'informatique, c'était important. Ça m'a pas forcément plu, mais toute la question gestion de projet m'a intéressé. Et de l'autre côté, après, moi, mon rêve d'enfance, c'est de faire une école, donc ça tombe bien, c'est pas mal. Réaliser ses rêves d'enfance, c'est quand même pas mal. Et donc j'ai fait des sciences de l'éducation ensuite. D'accord. Okay. Et après tout ça, et un petit passage où j'ai bossé à la Commission européenne à Bruxelles pendant 2 ans. Et bien il y a eu cette question du retour à la terre, on va dire, du retour. Voilà, plein de choses m'ont amené à faire que je revenais à Poucharmé, donc dans ces terres de, j'allais dire pas d'enfance, mais d'adolescence. Et il y a eu tout un faisceau de signaux qui ont fait que voilà, on a décidé, donc avec ma compagne de l'époque, à dire, on va vivre en fait là. Il se trouve qu'à ce moment-là, moi j'ai travaillé notamment dans ce foyer de jeunes et dans une association d'éducation à l'environnement où je parlais de questions de mobilité et de transport. Et en fait, quand qu'on faisait 1 heure aller, 1 heure retour pour aller à Toulouse tous les jours pour parler de questions de mobilité, je me suis dit, en fait, c'est complètement con quand même, t'es en contradiction avec ce que t'es en train de faire. Donc, il faut qu'on fasse un choix. C'est-à-dire, soit on vit en ville et on travaille en ville, ce qui serait, franchement, et de loin le plus simple, parce qu'il y avait beaucoup de boulot pour nous. Enfin, en tout cas, on avait pas mal de réseaux, de tout ça. Soit on fait le pari de créer et de développer notre emploi et notre projet, donc à Poucharmé d'abord, à la campagne. Et c'est ce deuxième choix qu'on a fait. Et ça n'a pas été tous les jours facile, mais voilà, c'est plutôt pas mal aujourd'hui. On est assez content du résultat. Ça a l'air pas mal, Nous, on vit beaucoup de paradoxes quand même dans notre engagement écolo, et en même temps, parce qu'on a aussi, c'est plus de 30 salariés aujourd'hui, donc c'est quand même aussi
c'est aussi un engagement entrepreneurial, donc il y a toutes ces contradictions qu'on vit au quotidien, ou ces paradoxes, je sais pas comment on peut les appeler. Mais très clairement, là, j'ai la raison pour laquelle on fait tout ça, ou je fais tout ça, en tout cas moi. J'aime bien participer aux inaugurations des nouvelles écoles. Ouais. Et donc, notamment, il y en a une qui s'est créée à Vauvert, donc à côté à 50 km de Nîmes, dans le Gard. Donc, début de la petite Camargue, des grosses problématiques chez les jeunes, etc. Et donc, une école qui est créée, qui est porteuse de plein de sens, hyper intéressante sur la dynamique, sur le projet, etc. Et donc, ils font cette inauguration-là. Et comme à chaque fois, je commence à verser ma petite larme parce que il y a trop d'émotions en fait de voir les jeunes, ce qu'ils ont vécu pendant les 3 mois. Donc là, c'était la fin d'une formation de 3 mois. Quand ils racontent en fait et de se dire mais comment on a réussi en fait à ce projet qu'on a mis 10 ans à faire naître à côté de Toulouse, et en fait il vit dans le Gard, il vit dans les Deux-Sèvres, il vit et l'impact sur les jeunes est le même. Donc ça c'est très fort. Et pour rajouter encore une couche à ce moment-là, on fait donc toute cette inauguration, c'est magique, c'est magnifique, etc. C'est vraiment très beau. Et je vais pour partir, parce qu'il y a quand même 3h30 de route, 4 heures de train. Oui, l'Occitanie est une grande région. L'Occitanie est très, très grande et très belle région, il faut le dire. Et du coup, je vais pour partir de l'inauguration. Et là, j'ai un jeune, en fait, qui m'interpelle, qui m'appelle et qui me dit, monsieur. Et du coup, il m'arrête et je dis, mais toi, t'étais pas dans l'inauguration, tu fais pas partie des jeunes qui ont fait la formation. Il me dit, non, j'étais pas à cette formation-là, mais j'ai fait la formation à l'école de Montpellier il y a 2 ans. Et en fait, je savais que vous seriez là, donc plus d'une centaine de kilomètres de sa formation. Il a posé un jour de congé et il est venu à l'inauguration parce qu'il m'a dit je voulais vous rencontrer et vous dire vous raconter un peu et vous dire merci surtout. Et vous dire merci parce qu'il y a 2 ans et demi, je sortais de prison, c'était très compliqué, etc. Tout le monde me disait que j'étais capable de rien. Moi, j'étais sûr aussi et convaincu d'être capable de rien, et notamment de faire des choses de mes mains. Et j'ai fait une formation avec l'école de Hêtre de Montarnot, donc à côté de Montpellier. Et aujourd'hui, non seulement ça m'a aidé à me prouver que je sais faire des choses de mes mains, mais en plus aujourd'hui, je suis embauché et je construis des maisons en bois. Donc je suis constructeur bois et tout ça grâce à vous. Et voilà. Et du coup, bon, moi je me suis arrêté. J'ai dit c'est pas grâce à moi, évidemment. C'est surtout grâce à toi. Mais voilà pourquoi on se lève tous les matins, quoi. C'est clairement pour ce genre de parcours. Comment on peut, alors vous aider, pas le bon mot, mais les auditeurs qui vous écoutent, qui t'écoutent, je crois qu'on se tutoie maintenant, qui t'écoutent et qui se, non, pas de souci, et qui se disent, alors qui ont peut-être pas forcément l'âge ou besoin d'une formation, mais qui disent moi aussi je veux en être, sans jeu de mots. C'était pas mal. Je suis désolée, j'ai vraiment pas fait exprès. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui pourrait aider le réseau? Énormément de choses, parce que sur le site, on peut voir la carte des écoles. Donc, il y en a 19 en France. Donc, il y en a sûrement une près de chez vous, comme on dit, comme on dit dans la publicité. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire dans le sens où déjà, toutes les écoles elles travaillent notamment avec des bénévoles. On a remarqué qu'il y a un très fort intérêt, de ce travail, de ce lien aux bénévoles, parce qu'on travaille notamment avec des jeunes qui sont accompagnés, qui sont placés dans des services sociaux par des éducateurs, accompagnés par des éducateurs, etc. Et qui donc en fait se pensent que clairement l'accompagnement ou la bienveillance ou l'empathie, enfin en tout cas tout ce que font les éducateurs, c'est un service rémunéré. Et du coup de voir que des gens, là on a eu cette discussion, là on a un groupe qui s'appelle les Mamies Croc. Donc Croc c'est notre cantine, cantine rurale originale de qualité unique et écologique, donc Croc. Et donc on a un petit groupe de bénévoles qui se sont appelés elles-mêmes les Mamies Croc, donc ils viennent là pour cuisiner tout ça. Et un jour un jeune demande à une de ces Mamies Croc, mais pourquoi vous faites ça, quoi? Elle dit, mais pour rien, en fait, j'ai envie, et ça me fait plaisir, et je suis très content, et je le fais pour vous, pour toi, et je suis très content de vous rencontrer. Et le jeune a complètement bugué, en fait, de dire, mais comment ça se fait que des gens font des choses gratuitement, et en plus avec plaisir, quoi. C'est un truc de fou. Donc, déjà, s'investir bénévolement dans les écoles, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'apport. C'est-à-dire qu'on a, dans ce bénévolat-là,
On a un bénévolat de cœur, on va dire, donc venir filer un coup de main, débroussailler quand il y a besoin, etc. Mais on a aussi du bénévolat, j'allais dire, de compétences. Ouais. Donc avec qui va faire des cours de français, qui va faire des cours de compta, qui va, enfin voilà, tout ça, des cours de menuiserie, pourquoi pas. D'accord. Donc on a aussi tout un réseau de bénévoles. Les entreprises sont aussi, pour certaines en tout cas, bénévoles dans leur approche, c'est-à-dire qu'elles accueillent en fait des groupes pour faire visiter. Donc si vous avez des entreprises autour de chez vous, n'hésitez pas à les mettre en contact avec les écoles, parce qu'il y a aussi cet enjeu de débouché professionnel. Voilà, faire des dons évidemment, puisque c'est défiscalisé, on est tous d'intérêt général, c'est toutes des associations, donc n'hésitez pas à faire des dons, ça aide aussi à financer tout ça, parce que on l'a pas dit, mais les formations elles sont gratuites pour les jeunes. Oui, d'accord. C'est vrai. Voilà, c'est un choix, enfin c'est un choix et une nécessité. Hein. Et après, les écoles aussi sont habilitées à récupérer le solde de la taxe d'apprentissage. Donc si vous travaillez dans une entreprise ou que vous connaissez des entreprises qui pourraient verser leur solde de taxe d'apprentissage, c'est possible. D'accord. Voilà, il y a mille et une façons. Vous pouvez aussi, des gens, on a parlé de ça dans l'Orne notamment, on peut se renseigner sur les écoles êtres et porter un projet d'école être sur le territoire, si tant est qu'il n'y en ait pas déjà une. Ouais. Voilà, donc il y a mille et une façons de s'engager dans les écoles être potentielles. Super. Très clair, merci. En toute dernière question, vraiment, à quoi tu rêves maintenant? Pour être, hein, bien sûr, sinon on peut aussi faire une heure de plus. C'est pas là que je suis sûr que ça serait super intéressant, mais restons dans le sujet. C'est pas là que je parle du jet privé et tout ça, quoi. C'est pas à ce moment-là. Si tu veux, là, ça buzzera, pour le coup. À la Harrison Ford. C'est ça. Oui, c'est ça. On est plein de paradoxes, on l'a dit. On est tous humains, qu'est-ce que tu veux. C'est ça. À quoi je rêve? Alors là, c'est une double réponse que je vais faire. C'est pas une réponse de Normand du coup, mais je vais essayer de catégoriser ça dans le sens où c'est compliqué d'avoir des rêves dans ces temps de trouble. Voilà. Moi, en ce moment, il y a souvent ce paradoxe, encore une fois, d'entrepreneur où on te dit il faut un business plan sur 3 ans, 5 ans, etc. Et quand on voit, sans exagérer, la merde dans laquelle on est, plus d'eau chez nous, enfin, etc., il y a une certaine forme d'urgence et de nécessité là-dessus. Donc ça c'est plutôt la réponse à dire, le côté négatif à dire, en fait, j'ai pas de rêve, j'ai plutôt une ambition, c'est qu'on survive, déjà. Donc ça c'est mon côté éco-anxieux. Et de l'autre côté, par contre, le rêve qui est pas un rêve, qui est plutôt un mot ou des mots, qui est celui d'émancipation. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui on a certes une urgence, mais il y a une nécessité qui est celle de créer des nouveaux espaces désirables, des nouveaux récits. C'est très à la mode la question des récits, mais je pense qu'aujourd'hui on est en train de le faire. Et il faut pas attendre que ça soit des récits complètement construits comme, je sais pas quoi, le socialisme utopique, etc. Aujourd'hui, il y a des luttes comme les luttes intersectionnelles, comme toutes ces questions-là qui sont parfois, qui se rejoignent pas toujours. Enfin, il y a plein de questions, plein de tergiversations et de doutes. Mais je pense que de toute façon, on est dans cette période de doute. Et moi, ce que je dis, c'est faire pour ne pas sombrer. C'est-à-dire qu'on est vraiment aussi dans un moment d'expérimentation qui est hyper riche et hyper quelque part, enfin je sais pas, moi j'ai hyper peur, et en même temps dans cette peur je me dis c'est génial parce qu'on a un espace d'expérimentation qui est quasiment infini, et donc il faut un peu je crois que c'est Haraway là qui parlait de vivre avec le trouble, mais je crois qu'on est un peu dans cette phase là de dire faisons du trouble en fait une espèce de richesse, pour pas partir dans cette éco-anxiété qui est quand même en train de tous nous bouffer. Ouais. C'est bien d'arriver à sortir de la peur paralysante et d'en faire quelque chose, parce que ouais, c'est ça. Et puis je suis impressionné de aujourd'hui. C'est d'un côté, on a des jeunes qui sont de plus en plus dans une forme de, moi j'appelle ça la grande dépression, hein, je sais pas comment on peut l'appeler, mais il y a 5 ans on avait 11% des jeunes qui étaient accompagnés par un psy. Aujourd'hui on a 26%, un quart des jeunes sont accompagnés. Et on met de côté tous les jeunes. Nous aujourd'hui on a des jeunes qui vont évoquer des pensées suicidaires, etc. On cherche à les accompagner, à les faire accompagner. On a des temps d'attente de 4, 6, 8 mois
pour qu'ils soient pris en charge. Donc dans ces 26%, sont pas pris en compte ces jeunes-là qui attendent. Ouais. Donc on est dans une grande crise systémique aujourd'hui, je pense, de tout ça. Les jeunes se sentent complètement hors, en fait, mis à l'écart de tout ça. Ils détestent deux choses, la politique et les entreprises. Et du coup, comment on fait avec ce cadre-là, mais en même temps, ils ont une énergie, mais de fou. Enfin, je veux dire, c'est pas construit, c'est un peu, j'allais dire maladroit. C'est pas maladroit, ça peut être violent. Enfin, c'est tout ça. Enfin, tout ce qu'on voit en ce moment. Je parle pas que des émeutes, je parle aussi de tout ce qui se passe, des peintures, etc. Tout ça, en fait, toute cette énergie sort, et nous on dit, mais en fait, prends un marteau et des clous et vas-y, on va fabriquer, en fait, ce nouveau monde, on va le fabriquer ensemble. Il va pas tenir bien, évidemment, parce que c'est le merdier, mais en tout cas, on va construire ensemble des choses. Merci, Frédéric. Merci beaucoup. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.